bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur TLR TV. Eh bien, comme vous le savez, dans la nuit du jeudi 24 février 2022, l'armée russe a lancé une offensive militaire contre l'Ukraine. Les combats s'intensifient au fil des jours. Plusieurs milliers de personnes ont fui leur foyer. L'ONU parle de 100 000 personnes qui ont fui leur foyer. D'autres ont quitté le territoire ukrainien. Donc tout cela, comment s'organisent les Congolais de Brazzaville? Pour en parler, je reçois en direct sur ce plateau Monsieur Ludovic Mwanda, un Congolais qui vit en Ukraine depuis 30 ans. Il est dans la ville de Kharkov. Bonjour Monsieur Ludovic Mwanda et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Christopher. La première question, c'est de savoir comment vas-tu? Le moral? C'est difficile à dire parce que même là, vous voyez, je ne suis pas chez moi. Et si je ne suis pas chez moi parce que vraiment, aujourd'hui, je peux dire que non, que j'ai échappé à la mort. Alors, donc, vous me voyez là, vraiment, je suis stressé. Et pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En quelques mots. Ce qui s'est passé, que, comme d'habitude, il fallait que j'aille déposer les Congolais à la gare. Et donc, les gens ont pu suivre le live que j'ai fait ce matin à la gare. En revenant, je devais aller chez moi. Mais arrivé à 1 kilomètre de chez moi, c'est les militaires qui m'ont arrêté parce qu'ils ont fait un poste là-bas. Ils ont fait un poste. Ils m'ont dit que non, que je ne peux plus aller chez toi. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que il y a mon enfant, il y a ma femme là-bas, là, ils disent que non. Tu contournes et tu vas à 2 kilomètres de là-bas, là. Tu peux trouver là où te cacher, te mettre à l'abri. Tu restes là-bas jusqu'au matin. Et le matin, je sors, je viendrai, nous on fera signe. Tu montres ton papier de la Croix-Rouge. Et nous, on va t'accompagner jusqu'à la maison. Donc, c'est seulement demain que tu pourras avoir accès. Donc, en revenant, comme dans la ville, il y avait tellement de chars, donc ils ont gaspillé la voie. J'ai eu crevaison. Comme rien ne travaille, en fonction, j'ai été obligé de laisser la voiture. Et depuis le centre de Kharkov, je suis arrivé, j'ai fait peut-être quelque chose de 5 à 8 kilomètres, puisque j'ai appelé un petit malien, je lui ai dit s'il pouvait m'héberger. Il dit que non, grand frère, tu viens, on va rester ensemble. Donc là, je suis chez lui. Et en venant, vraiment, il fallait être un garçon parce que... Oui, mais tu as semblé nous dire que tu as failli mourir, c'était quoi? Oui, parce que c'est des tirs, j'ai vu comment les Ukrainiens ont abattu 2 soldats russes. Et heureusement qu'il y avait un garçon qui m'a fait signe de me cacher, parce que moi, je partais droit. Je partais droit vers les Russes. Il m'a dit de me cacher. C'est là où j'ai vu comment ils ont abattu 2 soldats russes. Après, ils m'ont accompagné, au moins 1 kilomètre, et ils m'ont dit, vas-y, c'est libre, tu peux partir. Évidemment, il y a des images qu'il ne faut peut-être pas voir dans la vie, mais bon, quand cela arrive de manière inattendue, on n'a pas le choix. Alors, cela veut dire que vous êtes de la Croix-Rouge, c'est cela? Oui, je suis membre d'honneur de la Croix-Rouge de Kharkov. Et maintenant, nous parlons, quelle est la situation actuelle? Maintenant, là, le calme est revenu. Bon, on sait que d'habitude, quand il y a le calme comme ça veut dire que non, qu'ils sont en train de... Parce que eux, je ne sais pas, peut-être qu'ils s'entendent entre eux, parce que quand c'est comme ça, quand il y a trop de morts, il y a trop de blessés, et ils s'entendent de faire un time-out, et le temps que non, ils vont prendre les blessés, les morts, les compter, et les amener. Et après, moi, je pense que ça va reprendre le soir vers 20h, et peut-être bien vers 24h. Ça va reprendre. Je sais que tu n'es peut-être pas la personne... Tu n'es pas peut-être la personne la mieux indiquée, mais comment est-ce que tu constates les choses? Qu'est-ce que tu ressens? Ça va bientôt finir ou vous en avez encore pour longtemps?
Bon, en principe, le ministre de la Défense nous avait dit que donc Kharkov, Kiev, Soumy et Dnipropetrovsk, que ces 4 villes, les habitants de ces 4 villes vont vraiment souffrir 4 jours. Ils vont souffrir 4 jours. Donc, il faut tenir les 4 jours. Après les 4 jours, que les choses vont. C'est un peu parce que. Pourquoi il a dit ça? Parce que vous savez que là, je crois qu'il y aura des pourparlers demain. Il y aura des pourparlers demain et c'est une expérience qu'on a. Quand il y avait la guerre au Donbass, à l'approche des pourparlers, chacun cherche d'avoir un avantage sur l'autre. Et l'avantage, c'est quoi? C'est par exemple occuper une ville et dire que non, que si tu n'es pas d'accord avec les conditions, eh bien, je continue l'offensive. Alors, parlons donc des Congolais, comme je l'ai dit. Comment vous vous organisez au niveau de l'Ukraine, bien entendu, depuis que ces combats ont commencé? Et d'abord, dans un premier temps, comment vous êtes organisé en temps normal? Comment ça se passe? En temps normal, on a une colonie. On a une colonie, on a un président de la colonie dans chaque ville. On a un président de la colonie. Bon, étant donné que maintenant, il y a et les étudiants et les non-étudiants. Donc, on avait fait sorte deux colonies. Il y a donc une association, une seule colonie, mais avec 2 associations. Une association des étudiants et une association des anciens étudiants. Donc, l'association ne peut être président de l'association des étudiants qu'un étudiant, mais un étudiant qui est assidu et un étudiant qui doit être au moins minimum en 3e année. Donc, et donc tout cela, vous êtes suivi par le gouvernement congolais ou bien? Non, le gouvernement congolais ne connaît absolument rien. Comment ça? À la rigueur, peut-être que c'est le président de l'association des Congolais qui est souvent en contact avec l'ambassadeur, avant, avec l'ambassade du Congo à Moscou. C'était pour le fameux problème de bourse. Parce qu'ils avaient le contact là-bas, c'est souvent pour les bourses. Mais après, il y avait des contacts aussi quand ils sont venus à 2 ou bien 3 reprises pour faire les passeports. Pour permettre donc, il n'y a pas une représentation congolaise en Ukraine, c'est cela? En Ukraine, il n'y a pas une représentation diplomatique. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, donc, même là, compte tenu des problèmes qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, avant, c'est Moscou qui répondait des ressortissants congolais qui sont en Ukraine. Je crois qu'en 2019 ou bien 2020, j'ai pour le mémoire, c'est maintenant l'ambassade du Congo en Turquie. Mais malheureusement, depuis qu'ils avaient eu cette lourde tâche, ils n'ont jamais songé même à envoyer une lettre de créance. Donc, jamais fait. Alors, maintenant que c'est en pleine guerre, comment vous vous organisez? Comment ça se passe là-bas? Comme on était en pleine guerre, maintenant, chacun essaie un peu d'utiliser les relations qu'il a, de voir ce qu'il peut faire avec les relations qu'il a, à quel niveau il peut agir, à quel niveau il ne peut pas agir. Donc, c'est un peu de s'entraider et on fait avec. Il y a des Congolais qui ont été déjà évacués, non? Oui, les Congolais, surtout Kharkov. À Kharkov, je peux dire que non, nous sommes restés peut-être une quinzaine ou bien une vingtaine. Et qui organise ces évacuations-là? C'est entre vous-mêmes ou bien par l'État ukrainien? Non, entre nous-mêmes. L'État ukrainien, ils se sont préoccupés à d'autres choses. Donc, ça, c'est entre nous-mêmes. Mais l'État ukrainien, je peux quand même les remercier du fait que non, qu'ils sont organisés. Ils facilitent quand même ces parce qu'ils ont organisé des trains gratuits que les gens peuvent aller à Lvov. Et de Lvov, vous prenez aussi le train qui va à Krakow, en Pologne. Et donc, dans la plupart des cas, ils vont en Pologne, c'est cela, ouais, ailleurs. La plupart des cas, ils vont en Pologne. Et pourtant, moi, je leur avais parlé que on pouvait aussi partir par la Roumanie, par la Moldavie, par la Hongrie.
tous ils préfèrent la Pologne. Et vous avez quelques nouvelles Oui, depuis qu'ils sont là-bas? Oui, ce matin, j'ai eu des nouvelles que donc il y a eu des gens qui sont déjà. Je pense que là même, ils sont en direction de Paris. Ils sont dans le train, ils ont pris le train de Varsovie. Je crois qu'ils vont passer en Allemagne. L'Allemagne va changer de train pour Paris. Et d'entrée de jeu, vous nous avez dit que vous étiez en gare. C'était pourquoi? Pour accompagner les gens, c'est ça? Ouais, j'étais parti pour accompagner. Il y avait assurer les évacuations ou bien c'est les parents? Une Congolaise et un Ivoirien. Et que je les ai pris chez eux, les ai amenés en gare, parce qu'il y a. Je veux juste savoir pourquoi moi je l'ai fait, parce qu'ici, il n'y a pas de taxi. Tout le monde a peur. Hein. Tout le monde a peur. Donc, les gens ne veulent pas prendre des risques pareils, parce que c'est un risque. Donc, ils m'appellent. Et vous pouvez rappeler dans une et je les accompagne. J'essaie de voir s'ils ont pris le train ou pas, parce que peut-être qu'il y a des effets qui vont rester. Après, je rentre chez moi. Là, mais quand vous faites ça, vous le faites sous le label de la Croix-Rouge ou bien individuellement, vous prenez ces risques-là? Non, je le fais individuellement, mais si j'ai des problèmes, je peux montrer ma carte de la Croix-Rouge, qui parfois dans des situations, ça m'aide. Par exemple, aujourd'hui, et c'est pour la première fois peut-être qu'aujourd'hui, moi, j'ai compris pourquoi. Aujourd'hui, on est vers le centre, on nous a arrêtés. On nous a arrêtés, Dieu merci, que j'ai surtout dit à la fille de ne pas paniquer. J'ai averti les autres que donc vous vous taisez, je vais parler. Vous faites ce que eux, ils vont vous dire, parce que c'était des militaires, ils avaient des kalachnikovs, ils avaient tout. Et quand je lui ai donné ma carte de la Croix-Rouge, il m'a dit, tu mets tes mains sur le volant, tu ne bouges pas, dis tu connais. Tu connais, parce que la Croix-Rouge, on a fait, je crois, 6 mois. Moi, j'ai fait 6 mois de service militaire. Donc, il m'a dit, tu connais, mais tu ne bouges pas, tu nous laisses faire notre boulot. Il m'a dit, oui. Donc, je peux aussi dire aux autres, ouais, tu leur dis, moi, j'ai dit aux autres Français, que vous ne faites absolument rien. Surtout, ne mettez pas les mains dans les poches, parce qu'ils ne vont pas chercher à répondre. C'est la balle qui va partir. Oui, mais vu l'atmosphère actuelle, vous comptez y rester toujours bien? Ou vous pensez déjà quitter la ville, non? Bon, je pense. Pour les raisons de sécurité, bien sûr. Je sais que vous êtes ukrainien, mais puisque les autres sont en train de partir. Je pense que je vais quitter la ville. Donc, j'ai fait le maximum que je pouvais faire. Donc, et ta famille à toi-même, tu l'as mise à l'abri? Je vais sortir avec ma famille. Je vais sortir avec ma famille, et là, il y a un bémol. Que les gens me disent pourquoi moi je ne sors pas. Je ne voulais pas expliquer ça à tout le monde. Ici, là, je vais dire, parce que je sais que peut-être que les gens vont comprendre. On ne laisse pas passer les enfants à partir de l'âge de 18 ans. Donc, mon fils est né en 2001. Parce qu'il y a la mobilisation. Donc, si je vais avec lui, je m'hasarde d'aller avec lui à la frontière. On risque de l'enrôler. On risque de l'enrôler. Alors, pourquoi moi je dois prendre mon fils et aller presque le vendre, envoyer à la mort facilement comme ça? C'est pour ça que je l'avais mis à l'abri. Là où ils sont vraiment à l'abri. Parce que là même, il y a eu des tirs aujourd'hui. Il m'a appelé, il ne savait même pas. Il savait même pas. Alors, voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Mais est-ce que vous avez pensé à être en contact avec les autorités congolaises, non? Là, j'aimerais remercier Sir Makosso de Zana TV par son intermédiaire. On a passé le message, et c'est ce qu'on fait presque tous les jours. Et aujourd'hui, il y a Madame Mboukou du Congo qui m'a appelé pour me demander, pour
à Kharkov, il y a combien de Congolais qui sont restés, et demander la situation des Congolais qui sont à Lviv. Est-ce qu'il y a des Congolais qui ont pu passer? Je vais expliquer que non, qu'il y a des Congolais qui ont pu passer, que j'avais parlé de la situation parce qu'avant, il y avait des complications. J'avais parlé de la situation avec mon chef de la Croix-Rouge. Je l'avais demandé de rentrer en contact avec les autres représentants de la Croix-Rouge des villes, Lviv, Lutsk, Ivano-Franko, Oujgorod, afin qu'ils puissent peut-être un peu parler aux policiers, bien, à ceux qui assurent la sécurité, de faciliter un peu la tâche aux étrangers, parce qu'ils doivent comprendre que non, qu'ils ont peur, qu'ils doivent sortir. Donc, ce que j'ai reçu aujourd'hui, parce qu'il y avait un grand problème, c'est que les étudiants, ceux qui ont leur carte de séjour, il n'y a pas de complications. Le grand problème, c'est que nous avons les sans-papiers. Ils sont nombreux? Oui. Nous avons les sans-papiers, ils sont quand même nombreux. Mais Dieu merci que les Ukrainiens les font passer. C'est une fois arrivés en Pologne, à la frontière de la Pologne, que là-bas, on leur fait un peu chier, excusez-moi du terme. Mais je leur ai dit, prenez de la patience, ils font leur boulot, à la fin, ils vont vous faire passer. Donc, j'ai eu le retour de 2 filles. Et il y a une fille qui m'a dit que non, qu'ils sont passés vers 2h30 du matin, que les Polonais les ont hébergés. Le matin, on leur a donné le petit déjeuner et ils ont mis dans le train direction Varsovie. Bon, après, ils m'ont dit que non, que là-bas, on demande, est-ce que vous comptez rester en Pologne ou vous comptez aller ailleurs? Que non, on veut aller ailleurs, donc on vous met dans le train, il y a quelqu'un qui va vous suivre, vous descendez à Varsovie, le gars vous dit que non, que vous devez payer le billet ici pour aller à la direction que vous voulez. Donc, comme nombreux vont aller en France, donc je pense qu'ils vont payer le billet, tout. La nécessité, je ne sais pas comment. Est-ce qu'ils ont de l'argent? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'argent pour payer le billet? Là, c'est encore un problème. Alors, vous nous avez dit que vous êtes resté une quinzaine des Congolais dans Kharkov, c'est ça? Ou bien dans tout l'Ukraine? Non, ça, c'est mon Kharkov. Et ceux-là ne veulent pas partir. Pourquoi exactement? Ils vous ont dit pourquoi? Non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas partir. Je pense que chacun doit prendre sa décision personnelle. Disposition. Ouais. D'accord. Alors, probablement que vous avez un message à leur passer ou quelque chose de particulier, c'est le cas pour terminer l'émission. Le message au gouvernement congolais. Tout simplement, je veux seulement leur demander de tout faire afin que maintenant, là, je pense que c'est maintenant les aider financièrement. Voir un peu avec les autorités polonaises, étant donné que maintenant, les Polonais les font passer. Oui, peut-être ce n'est pas avec la rapidité que nous voulons, que nous attendons, mais ils les font passer. Il faudrait que les gens puissent comprendre que non, que qui sont là-bas, là, c'est des 50 000. Oui, c'est une situation d'urgence. Mais est-ce qu'en Pologne, là-bas, il y a une représentation diplomatique congolaise? Vous êtes renseigné, non? Il y a un consul. Un consul. Il y a un consul là-bas. Bon. Hier, par exemple, quand on faisait le direct, il y a un garçon qui m'excuse, j'ai oublié son nom parce que je suis vraiment stressé, parce qu'après j'avais causé avec lui, qu'eux là-bas, là, ils se sont mobilisés aussi, les Congolais, pour aider les autres. Donc, ils me demandaient à ce qu'ils puissent me dire dans quelle frontière, parce qu'il y a beaucoup de frontières, hein, entre l'Ukraine et la Pologne, il y a beaucoup de frontières. Donc, même là, j'ai demandé à ces enfants-là
Je comprends qu'ils peuvent pas me dire le nom de la frontière parce que nombreux d'entre eux, ils ne prennent pas la peine de comprendre, bien apprendre, bien assimiler la langue russe, bien ukrainienne. Donc, ils ne peuvent pas me dire concrètement, mais seulement ce qu'ils m'ont dit que non, que le train quitte Lvov, Krakow. Donc, je ne sais pas, est-ce que mes amis, mes compatriotes qui sont en Pologne, des Congolais, est-ce qu'ils peuvent vraiment voir, là, le train là passe par quelle frontière? Et s'ils peuvent venir à la frontière là-bas pour orienter les autres, ça serait une bonne chose. Parce que je pense que on doit s'unir et utiliser nos propres forces au lieu de compter trop à l'aide de notre gouvernement. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont venir, la lettre va toujours venir, mais en entendant cette aide-là, je pense qu'il est temps que nous-mêmes nous puissions nous signer, nous s'entraider pour éviter de laisser les autres. Parce que hier tous ceux de Kharkov, ils sont quelque chose de 95, ils ont passé la nuit à la gare de Lvov. Ce matin, ils ont pris le petit déjeuner. Je leur ai demandé s'ils avaient suffisamment d'argent parce que les cartes, ils ont les cartes. Bon, je ne sais pas, je leur ai demandé s'ils avaient suffisamment d'argent. Ils m'ont dit que non, qu'ils ont fait des collectes. Donc, ils ont suffisamment un peu d'argent pour... Et en tout cas, merci Monsieur Ludovic Mondin d'avoir été avec nous. Du courage et prenez tout de même soin de vous et faites beaucoup plus attention. Et dans l'espoir que le bon Dieu va vous préserver contre tout ce qui se passe en Ukraine. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions malgré la situation que vous êtes en train de traverser. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.